Bonjour Reddit. Je suis Amanda, 27 ans. J'ai lu beaucoup d'histoires ici, et j'ai le sentiment que c'est l'endroit idéal pour enfin me confier sur certaines de mes propres expériences. Mon enfance a été difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai grandi dans un foyer où le favoritisme n'était pas simplement un sous-texte subtil, c'était pratiquement la devise familiale. Mes parents, Johan et Michael, étaient artistes. Ils n'étaient pas vraiment du genre chaleureux et affectueux. Ils ont clairement indiqué, plus d'une fois, que les enfants ne faisaient pas partie de leur projet de vie initial. Ils voulaient voyager, peindre et vivre librement, comme ils le disaient souvent. Malheureusement pour moi, la vie ne s'est pas exactement alignée sur leur vision. À ma naissance, j'ai été traitée plus comme une nuisance qu'une bénédiction. Ma mère plaisantait, à moitié sérieusement, à moitié en plaisantant, en disant que je lui avais gâché son corps. J'avais une silhouette parfaite jusqu'à ton arrivée, Amanda, disait-elle en riant. J'étais toujours trop gênée pour savoir comment répondre, surtout lorsqu'elle disait cela devant d'autres personnes. Mon père n'était pas beaucoup mieux. C'était le genre de personne silencieuse qui se plaignait si je pleurais trop fort ou que je l'empêchais de travailler. 5 ans après ma naissance, mon frère, Jacob, est arrivé, et c'est alors que tout a changé. Ou peut-être serait-il plus juste de dire que tout est devenu plus clair. Jacob était l'enfant d'or. C'est-à-dire que s'il y avait un sanctuaire dans notre maison, il lui aurait été dédié. Dès sa naissance, ils l'ont comblé d'amour et d'éloges d'une manière que je n'avais jamais connue. Ma mère l'appelait son bébé miracle, et mon père souriait fièrement chaque fois que Jacob éternuait. Pendant ce temps, j'étais à l'arrière-plan, essayant de ne pas attirer l'attention, car attirer l'attention signifiait généralement être critiqué. Jacob était tout ce que je n'étais pas, selon mes parents. Là où j'étais maladroite, Jacob était élégant. Là où je luttais pour suivre le rythme en cours de gymnastique, Jacob était un athlète né. Lorsque je ramenais une B+ à un examen de mathématiques, ma mère se moquait, pourquoi pas un A? Mais lorsque Jacob ramenait à la maison un ruban de participation à un concours d'art scolaire, il l'encadrait et le mettait sur le mur du salon. Même nos apparences physiques étaient traitées différemment. Je me suis toujours sentie complexée par mon apparence, mon appareil dentaire, mes cheveux châtains et crépus, ma taille inconfortable. Et mes parents n'aidaient pas. Ma mère faisait des remarques sarcastiques comme « Tu serais beaucoup plus jolie si tu faisais plus d'efforts ». Jacob, en revanche, était adorable. Ses cheveux blonds et ses yeux bleus étaient la fierté de la famille. Il a le regard d'un ange, a dit mon père un jour. Je n'avais jamais été aussi jalouse de quelqu'un de ma vie. Ce n'était pas seulement les comparaisons constantes qui faisaient mal, c'était la négligence absolue. À 7 ans, j'ai participé à un concours d'écriture scolaire et j'ai gagné la première place. Ce fut un grand accomplissement pour moi. Je me souviens être rentrée à la maison, tenant le certificat, vibrant pratiquement d'excitation. C'est bien, chérie, a dit ma mère, sans même lever les yeux de son chevalet. Elle travaillait sur une de ses œuvres abstraites, le visage de Jacob de profil, bien sûr. Mon père a marmonné quelque chose comme « Ne dérange pas ta mère lorsqu'elle travaille ». Je suis allée dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'au dîner. Plus tard cette semaine-là, Jacob a dessiné une famille de bonhommes allumettes, et mes parents l'ont accroché au réfrigérateur comme s'il s'agissait d'un Picasso. La négligence n'était pas toujours émotionnelle. Parfois, elle était aussi pratique. Mes parents oubliaient des choses importantes. Comme la fois où j'ai eu une pièce de théâtre scolaire et qu'ils ne sont pas venus. J'avais 10 ans et j'avais fait beaucoup d'efforts pour apprendre mes répliques. Je continuais à regarder le public, espérant les voir. Ils ne sont jamais venus. En rentrant à la maison, ils ont dit qu'ils avaient perdu la notion du temps. Ce fut une gifle lorsque, 2 ans plus tard, ils ont manqué un voyage d'une semaine entière parce que Jacob avait un match de football. Plus je grandissais, plus cela semblait empirer. Mon adolescence a été un cauchemar. On attendait de moi que je m'occupe constamment de Jacob, même lorsque j'avais des devoirs ou des projets avec des amis. Une fois, j'ai essayé de dire à ma mère que je ne pouvais pas m'occuper de lui parce que je devais rendre un gros projet de science. Elle m'a crié dessus, m'accusant d'être égoïste. Nous t'avons tout donné, Amanda, a-t-elle dit, la voix pleine de dédain. Et c'est comme ça que tu nous le rends? Pour mémoire,
Tout signifiait apparemment de la nourriture et un toit au-dessus de la tête, car le soutien émotionnel ne faisait pas partie de l'accord. Il ne s'agissait pas seulement de mes parents. Leur favoritisme s'étendait également aux autres membres de la famille. Lors des réunions de famille, Jacob était la star du spectacle. Tout le monde voulait connaître ses derniers exploits, ses trophées de football, ses jolis petits copains de l'école. Moi, j'avais de la chance si quelqu'un se souvenait que j'étais là. Ma grand-mère a un jour donné à Jacob un billet de $100 pour son anniversaire. Lorsque le mien est arrivé, quelques mois plus tard, elle m'a remis une carte de $5 et m'a dit « Tu es déjà une grande fille. Tu n'as pas besoin de beaucoup, n'est-ce pas ?» Malgré tout cela, j'ai essayé d'être une bonne sœur. Je l'ai vraiment fait. Mais Jacob n'était pas vraiment reconnaissant. Il était gâté et il le savait. Lorsque je m'occupais de lui, il faisait des crises de colère s'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Une fois, il a cassé un de mes colliers préférés, un cadeau de ma meilleure amie, et lorsque je lui ai dit de s'excuser, il a simplement ri. « Maman dit que je n'ai pas à t'obéir », a-t-il dit avec suffisance. Bien sûr, lorsque je l'ai dit à ma mère, elle l'a ignoré. « C'est juste un enfant, Amanda. Ne sois pas si dramatique. » Avec le recul, le pire n'était même pas la négligence ou le favoritisme flagrant. C'était à quel point j'ai commencé à croire que je le méritais. Je pensais qu'il y avait quelque chose de mal en moi, quelque chose qui me rendait moins digne d'amour. J'ai passé des années à essayer d'être parfaite, à obtenir d'excellents résultats, à être silencieuse et obéissante, sans jamais demander trop, dans l'espoir que peut-être, juste peut-être, mes parents me verraient enfin. Ils ne l'ont jamais fait. Il y a eu des moments où le ressentiment a débordé. Un été, lorsque j'avais environ 15 ans et Jacob 10 ans, nous étions au parc. Il s'était plaint de vouloir de la crème glacée, et je lui ai dit que je lui en achèterais après le déjeuner. Il m'a crié dessus, m'appelant méchante et stupide, et m'a lancé un bâton sur la jambe. J'ai explosé. Je lui ai crié dessus si fort que les gens se sont retournés pour nous regarder. « Tu es un petit con, Jacob. Le monde ne tourne pas autour de toi. » Je l'ai immédiatement regretté, non pas parce que je ne le ressentais pas, mais à cause de ce qui s'est passé lorsque nous sommes rentrés à la maison. Jacob a dit à mes parents que j'avais été méchante avec lui, et eux, bien sûr, ont pris son parti. Ma mère m'a punie pendant une semaine, même après que je lui ai expliqué ce qui s'était réellement passé. « Tu es plus grande, a-t-elle dit. Tu devrais savoir te comporter mieux. » Bonjour Reddit. Je suis à nouveau Amanda. Je voulais partager un autre chapitre de ma vie qui me semble encore surréaliste, même des années plus tard. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, à 19 ans, j'ai commencé un peu tard en raison du chaos familial, quelque chose que je n'avais jamais vu venir m'a frappé, une notification d'expulsion légale. Oui, vous avez bien lu. Mes propres parents, Johan et Michael, m'ont remis des documents pour que je quitte la maison. Je me souviens du jour avec précision. Je suis rentrée du travail à mi-temps au restaurant local, épuisée mais soulagée d'avoir terminé mon dernier service avant de commencer au collège communautaire. Là, sur la table de la cuisine, il y avait une enveloppe à mon nom. À l'intérieur, une lettre officielle indiquait que j'avais 30 jours pour libérer les lieux. Mon cœur s'est rétracté. J'ai confronté mes parents dans l'espoir qu'il y ait une erreur. Ma mère n'a même pas levé les yeux de sa peinture. « Il est temps que tu sois indépendante, Amanda », a-t-elle dit, d'un ton aussi froid que la lettre dans ma main. Mon père est intervenu, nous avons fait notre part. « Tu es adulte maintenant. » J'étais abasourdie. Jacob, mon frère de 14 ans, était allongé sur le canapé avec ses écouteurs, complètement ignorant, ou peut-être simplement indifférent, à la bombe qui venait d'exploser. Je ne comprenais pas comment il pouvait être aussi insensible, surtout lorsque Jacob était encore dorloté comme un petit enfant. Je n'avais pas d'économie, pas de plan, nulle part où aller. J'ai passé les semaines suivantes à chercher frénétiquement un appartement, mais sans revenu stable ni garant, aucun propriétaire ne m'a donné une chance. Je me suis rapprochée de mes amis, mais leurs parents n'étaient pas disposés à accueillir une autre adolescente, surtout une sans stabilité financière. À l'approche de la date limite d'expulsion, la panique s'est emparée de moi.
Je me souviens être assise par terre dans ma chambre vide, les murs nus après avoir fait mes quelques affaires, me sentant complètement abandonnée. Mes parents ne m'ont offert aucune aide ni conseil. Ils m'ont simplement observé pendant que je luttais, comme s'il s'agissait d'une sorte de rite d'initiation tordue. Le jour où j'ai été obligée de partir, j'ai chargé mes maigres possessions dans un vieux sac de toile et j'ai pris le bus pour le refuge le plus proche, à 20 km du seul foyer que j'avais connu. Le refuge était un bâtiment froid et austère, avec des lumières fluorescentes clignotantes et le bourdonnement constant du désespoir. On m'a attribué un lit de camp dans une grande pièce remplie d'autres femmes, chacune ayant ses propres histoires de difficultés. La première nuit, je suis restée éveillée à regarder le plafond, me demandant comment ma vie en était arrivée là. Les jours se sont estompés alors que je naviguais dans les dures réalités de la vie au refuge. Le personnel, bien que bien intentionné, était surchargé de travail et disposait de peu de ressources. Les repas étaient maigres et la vie privée était inexistante. Je devais constamment surveiller mes affaires, car les vols étaient fréquents. L'emplacement du refuge rendait difficile le déplacement vers le collège communautaire dans lequel je m'étais inscrite, et je me suis rapidement rendu compte qu'assister aux cours était un luxe que je ne pouvais pas m'offrir. J'ai abandonné mes études avant la fin du semestre. Un soir, alors que je retournais au refuge après une journée infructueuse de recherche d'emploi, une femme nommée Lisa s'est approchée de moi. Elle avait une trentaine d'années, avec un sourire chaleureux qui contrastait avec notre environnement sombre. « Tu sembles avoir besoin d'une amie », a-t-elle dit, en me tendant une tasse de café chaud. Nous nous sommes assis ensemble dans la salle commune et je me suis retrouvée à m'ouvrir à elle d'une manière que je ne l'avais fait avec personne d'autre. Lisa avait sa propre histoire de trahison, son partenaire l'avait mise à la porte après des années de violence psychologique. Nous nous sommes liés par notre sentiment partagé d'abandon et la lutte pour reconstruire nos vies à partir de zéro. Lisa m'a présenté à un petit groupe de femmes qui se réunissaient régulièrement pour se soutenir mutuellement. Il y avait Maria, une femme à la voix douce d'une cinquantaine d'années qui avait perdu son foyer après une faillite médicale, et Tasha, une jeune femme passionnée de 22 ans qui était sortie du système de placement familial sans filet de sécurité. Ces femmes sont devenues ma bouée de sauvetage, m'offrant des conseils, des ressources, et surtout, un sentiment d'appartenance. Malgré la camaraderie, la vie au refuge était pleine de défis. Un soir, une dispute a éclaté entre deux résidentes au sujet d'une veste disparue. L'altercation s'est rapidement intensifiée, ce qui a entraîné l'arrestation d'une femme par la police. L'incident m'a laissé sous le choc, un rappel brutal de la volatilité qui m'entourait. Je savais que je ne pouvais pas rester au refuge indéfiniment. J'avais besoin d'un plan. Tirant parti de la résilience que j'avais développée pendant des années de négligence, je me suis fixé de petits objectifs atteignables. Tout d'abord, j'ai trouvé un emploi dans un supermarché local, en réapprovisionnant les rayons pendant le quart de nuit. Le travail était épuisant et le salaire était le salaire minimum, mais c'était un début. Avec l'aide de Lisa, j'ai appris l'existence d'un programme de logement de transition qui offrait des chambres abordables aux jeunes femmes qui essayaient de se relever. Après des semaines de demandes et d'entretiens, j'ai été acceptée au programme et j'ai emménagé dans une petite chambre, mais privée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la mienne. La stabilité d'avoir mon propre espace m'a permis de me concentrer sur l'avenir. J'ai économisé chaque centime que j'ai pu, sautant souvent des repas pour économiser plus d'argent. J'ai également profité des services gratuits de conseil offerts par le programme de logement, où j'ai commencé à traiter le traumatisme de mon éducation et de l'expulsion récente. La conseillère, une femme sympathique nommée Dr Patel, m'a aidé à comprendre que les actions de mes parents étaient le reflet de leurs propres lacunes, et non de ma valeur. Au fil des mois qui se sont transformés en une année, je me suis sentie de plus en plus forte, tant émotionnellement que financièrement. Je me suis inscrite à un programme de formation professionnelle pour la facturation et le codage médical, un domaine offrant des perspectives d'emploi stables. Le cours était difficile, mais j'étais déterminée à réussir. Pendant ce temps, j'ai reçu une lettre de Jacob. C'était inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a écrit qu'il se sentait étouffé par les attentes de nos parents et a avoué qu'il enviait ma liberté, malgré les difficultés que je rencontrais. Il s'est excusé de ne pas m'avoir défendu et a exprimé son désir de renouer le contact. J'ai hésité, mais j'ai accepté de le rencontrer dans un café de mon ancien village.
Voir Jacob après tous ces mois a été surréaliste. Il avait grandi, son visage plus anguleux, mais il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qui n'y était pas auparavant. Nous avons parlé pendant des heures, partageant nos expériences et nos peurs. Jacob a révélé que nos parents étaient devenus encore plus contrôlants, le poussant à poursuivre une carrière dans les arts, malgré sa passion pour l'ingénierie. Il se sentait piégé, comme moi à son âge. Notre conversation a ouvert une porte vers la guérison. Nous avons commencé à communiquer régulièrement, nous offrant mutuellement le soutien que nos parents nous avaient refusé. Les idées de Jacob sur leur vie actuelle ont été révélatrices. Johan et Michael avaient été confrontés à des critiques sociales pour m'avoir expulsé, ce qui a provoqué des relations tendues au sein de leur cercle social. Il semblait que leurs actions avaient des conséquences qu'ils n'avaient pas prévues. Avec le temps, j'ai terminé ma formation professionnelle et j'ai trouvé un emploi dans une entreprise de soins de santé réputée. Les revenus stables m'ont permis de déménager dans un appartement modeste, un espace qui ressemblait vraiment à un foyer. J'ai poursuivi la thérapie avec la Dr Patel, travaillant sur les effets persistants de mon éducation tumultueuse. Jacob, inspiré par mon parcours, a trouvé le courage de confronter nos parents à propos de son propre avenir. Ce n'a pas été facile, et il y a eu de nombreuses disputes houleuses, mais ils ont finalement cédé, lui permettant de postuler au programme d'ingénierie dont il rêvait. Notre relation avec eux restait tendue, mais Jacob et moi avons trouvé du réconfort dans notre lien fraternel renouvelé. Bonjour Reddit. Je suis à nouveau Amanda. Après le chaos de mon expulsion et la navigation dans l'incertitude de la vie dans un refuge, je souhaite partager le chapitre suivant de mon voyage. C'est la partie où j'ai lentement commencé à reconstruire, grâce à quelques alliés inattendus, beaucoup de détermination et quelques moments qui auraient pu bouleverser ma vie. Le refuge avait été un environnement difficile, mais tout n'était pas mauvais. Parmi le bruit constant et les luttes quotidiennes, j'ai trouvé un petit groupe de personnes qui ont rendu l'expérience supportable. Lisa, que j'ai mentionnée précédemment, est devenue ma meilleure amie. Son humour acerbe et son intelligence de la rue m'ont aidé à naviguer dans les règles tacites de la vie au refuge. Il y avait aussi Tasha, la jeune femme passionnée qui avait grandi dans le système de placement familial, et Maria, dont la force tranquille m'a inspiré plus qu'elle ne le réalisait. Ensemble, nous nous sommes soutenus mutuellement pendant les nuits d'insomnie et nous avons partagé des repas de soupe claire et de pain rassis. Un soir, alors que nous étions assises dans la salle commune à jouer aux cartes, Lisa a posé une question qui m'a frappée comme une tonne de briques. Alors, quel est ton prochain mouvement, Amanda? Tu ne peux pas rester ici pour toujours. C'était une question que j'avais évitée jusqu'à présent. La survie avait été mon seul objectif, mais Lisa avait raison. J'avais besoin d'un plan. Ce soir-là, je suis restée éveillée tard, griffonnant des idées dans un carnet que j'avais récupéré dans le bac à dons du refuge. Le lendemain matin, j'ai pris une décision, je prendrai contact avec ma tante Suzanne. Suzanne était la sœur cadette de mon père, même si nous n'avions pas été particulièrement proches, elle avait toujours été gentille avec moi lors des réunions de famille. Elle vivait dans un petit village à 500 km et travaillait comme professeure de lycée. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, mais je n'avais rien à perdre. Les mains tremblantes, j'ai emprunté le téléphone du refuge et j'ai composé son numéro. Allô? La voix de Suzanne était chaleureuse et familière, mais j'ai pu entendre la surprise lorsqu'elle s'est présentée. Amanda. Mon Dieu, ça fait des siècles. Comment vas-tu? A-t-elle demandé. Les mots sont sortis en rafale avant que je puisse les arrêter. Je lui ai tout raconté, l'expulsion, le refuge, le désespoir que je ressentais. Il y a eu une longue pause de l'autre côté de la ligne, et je me suis préparée au refus. Au lieu de cela, Suzanne a dit, fais tes valises. Je vais venir te chercher. Fidèle à sa parole, Suzanne est arrivée 2 jours plus tard dans son Subaru bleu poussiéreux. Lorsqu'elle est sortie de la voiture, je ne l'ai presque pas reconnue. Elle semblait plus âgée, avec des cheveux gris, mais ses yeux étaient aussi gentils que je m'en souvenais. Elle m'a prise dans ses bras, pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie en sécurité. Le voyage chez Suzanne a été long, mais nous avons rempli les heures en rattrapant le temps perdu. Elle m'a parlé de sa vie de professeure et de comment elle avait récemment commencé à accueillir des chiens de sauvetage. Je lui ai parlé de mes emplois à mi-temps et de ma tentative infructueuse à l'université.
Suzanne a écouté sans juger, hochant la tête pensivement pendant que je parlais. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai été surprise de voir à quel point sa maison était accueillante. C'était une modeste maison de 2 chambres, avec des murs remplis de bibliothèques et une cheminée qui sentait légèrement le cèdre. Ses 3 chiens, un golden retriever nommé Max, une métisse nommée Daisy et une petite terrier nommée Peanut, nous ont accueillis à la porte en remuant la queue. J'ai senti un nœud à la gorge. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un foyer. Vivre chez Suzanne a été un tournant pour moi. Elle ne m'a pas seulement donné un toit au-dessus de la tête, elle m'a donné un sentiment de stabilité que je n'avais pas connu depuis des années. Elle a établi des limites fermes mais pleines d'amour, comme insister pour que je contribue aux tâches ménagères et que je respecte un horaire. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Avec son aide, j'ai trouvé un emploi dans une grande librairie de la ville. C'était un endroit magnifique, avec de hautes étagères, des coins lecture accueillants et l'odeur de café fraîchement moulu provenant du café adjacent. J'ai commencé comme vendeuse, en rangeant les livres sur les rayons et en aidant les clients à trouver ce qu'ils cherchaient. Ce n'était pas glamour, mais j'ai adoré. Être entourée de livres tous les jours était comme un rêve devenu réalité. À la librairie, j'ai rencontré des gens incroyables qui sont devenus un réseau de soutien inattendu. Il y avait Emma, la responsable censée qui dirigeait l'endroit comme une machine bien huilée, et Kevin, un collègue passionné de romans graphiques et doué pour faire rire tout le monde. Mais la personne qui m'a le plus marqué a été une cliente nommée Grace. Grace était une professeure retraitée qui venait tous les mardis parcourir la section philosophie. Elle était perspicace et curieuse, me demandant toujours quels étaient mes livres préférés ou ce que je voulais faire de ma vie. Un jour, après une conversation particulièrement longue, elle a dit quelque chose qui m'est resté gravé. « Tu es trop brillante pour te contenter de ça, Amanda. As-tu déjà pensé à reprendre tes études ?» L'idée de retourner à l'université me semblait décourageante, mais Suzanne et Grace ne m'ont pas laissé l'écarter. Suzanne a passé des heures à rechercher des bourses et des subventions avec moi, tandis que Grace m'a aidé à rédiger des essais de candidature. Finalement, j'ai postulé à une université d'État voisine, en me concentrant sur une licence en littérature, une matière que j'avais toujours aimée mais que je n'avais jamais pensé pouvoir suivre. Pendant ce temps, la vie avec Suzanne n'a pas été exempte de défis. Un soir, pendant que nous dînions, on a frappé à la porte de façon inattendue. C'était mon père. Je ne l'avais pas vu depuis l'expulsion, et le voir là debout, négligé et mal à l'aise, m'a provoqué une vague de colère et de tristesse. Il a affirmé qu'il était venu réparer les choses, mais il est rapidement devenu évident qu'il était plus intéressé à défendre ses actions qu'à s'excuser. « Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi », a-t-il dit, la voix teintée d'irritation. Suzanne, que Dieu la bénisse, ne s'est pas retenue. « Le mieux pour elle ? Vous l'avez mise à la porte comme si c'était des ordures, Michael. Elle a traversé un enfer à cause de vous. » La dispute s'est intensifiée et j'ai fini par demander à mon père de partir. Pendant qu'il s'éloignait, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de douleur. Ce fut un douloureux rappel que certaines relations valent mieux être laissées dans le passé. Malgré les hauts et les bas occasionnels, mon séjour chez Suzanne a été transformateur. J'ai commencé à me voir sous un nouveau jour, non pas comme la fille non désirée ou la résidente d'un refuge en difficulté, mais comme quelqu'un ayant du potentiel. J'ai travaillé dur à la librairie, j'ai économisé de l'argent et je me suis consacrée à me préparer pour l'université. Le week-end, Suzanne et moi emmenions les chiens faire de longues promenades où nous nous blottissions près de la cheminée avec des tasses de chocolat chaud, parlant de tout, des livres aux leçons de vie. Lorsque ma lettre d'acceptation est arrivée, j'ai été sous le choc. Je l'ai lue 3 fois avant que les mots ne s'enregistrent complètement. Suzanne a pleuré lorsque je le lui ai dit, me prenant dans ses bras si fort que j'ai failli être à court de souffle. « Je suis très fière de toi, Amanda », a-t-elle dit, la voix étouffée par l'émotion. Pendant que je faisais mes valises pour aller à l'université, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. Recommencer à zéro n'était pas facile, mais je savais que je pouvais compter sur le soutien de Suzanne, Grace et des amis que j'avais fait en cours de route. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais pleine d'espoir quant à l'avenir. Avec le recul, je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue de trouver des gens qui croyaient en moi lorsque je n'arrivais pas à croire en moi-même.
La gentillesse de Suzanne, les encouragements de Grace et même la camaraderie de mes amis du refuge m'ont donné la force de continuer. Je serai toujours reconnaissante pour ce chapitre de ma vie. Aussi douloureux et imprévisible qu'il ait été, il m'a appris que même dans les moments les plus sombres, il y a une chance de quelque chose de mieux. Bonjour Reddit. Je suis à nouveau Amanda. Cette fois, je vais parler de l'un des chapitres les plus marquants et irritants de ma vie, la fois où mes parents, Joan et Michael, ont essayé de revenir dans ma vie par la force après des années de négligence et de violence. Leur audace me surprend encore. À ce stade, j'avais travaillé sans relâche pour me construire une vie. Avec l'aide de Suzanne, j'étais allée à l'université, j'avais obtenu une licence en littérature et j'avais économisé assez d'argent pour acheter une modeste maison dans un village tranquille. La maison n'était pas du tout luxueuse, mais elle était à moi, un symbole du chemin parcouru. Je l'ai achetée avec un mélange d'économie et un coup de chance inattendu, $200 000 que j'ai reçus après avoir vendu un livre que j'avais écrit sur mes expériences de survie et de croissance. La vente a été inattendue et bouleversante, mais elle m'a permis de m'enraciner et de me sentir vraiment indépendante. Jacob, qui avait maintenant 18 ans, vivait toujours avec nos parents, et notre relation s'était renforcée au fil des ans. Il avait commencé à me contacter plus fréquemment, et je pouvais sentir qu'il commençait à comprendre ce qu'il avait subi. Lors d'un de nos appels téléphoniques, il m'a parlé de la pression que nos parents exerçaient sur lui. Ils essaient de me faire payer tout, Amanda, a-t-il dit, la frustration apparente dans sa voix. Papa me demande de l'argent pour l'hypothèque et maman veut que je paie ses fournitures d'art. J'essaie juste d'économiser pour l'université. Je n'ai pas été surprise. Joan et Michael avaient toujours été imprudents sur le plan financier, donnant la priorité à leurs passions artistiques plutôt qu'à la stabilité. J'ai essayé de consoler Jacob, en lui conseillant d'établir des limites et de ne pas se laisser manipuler pour financer leur style de vie. Mais je me suis rendu compte qu'il se sentait piégé, comme moi à son âge. Les problèmes ont commencé avec les lettres. Au début, elles étaient sporadiques, quelques notes maladroitement rédigées dans lesquelles ils s'excusaient pour les malentendus du passé et laissaient entendre qu'ils aimeraient renouer le contact. Je n'ai pas répondu. Puis le ton a changé. Les lettres sont devenues plus exigeantes, avec des phrases comme « tu nous dois pour ton éducation » et « la famille est censée rester unie ». Une lettre en particulier m'a fait bouillir le sang. Elle disait « Nous avons appris l'argent que tu as gagné avec ton livre. Félicitations. Comme tu ne serais pas là où tu es sans nous, il est juste que tu partages la richesse. Vendre ta maison et nous donner notre part serait un bon début. » Je ne pouvais pas croire leur audace. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient mise à la porte de leur maison sans hésiter, et maintenant elles agissaient comme si je leur devais quelque chose. J'ai déchiré la lettre et je l'ai jetée à la poubelle, mais la colère persistait. Puis sont venus les appels téléphoniques. Au début, je les ai ignorés. Mais un soir, la curiosité a pris le dessus et j'ai répondu. C'était ma mère. Amanda, chérie, nous voulons juste parler, a-t-elle dit, d'une voix qui suintait une fausse douceur. Nous avons eu des difficultés et nous pensions que tu pourrais nous aider. C'est ce que font les familles, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu me retenir. Tu veux dire comme vous m'avez aidé en me mettant à la porte sans nulle part où aller, ai-je répondu. Ou comme vous m'avez ignoré pendant des années pendant que vous adoriez Jacob? Son ton a immédiatement changé. La douceur s'est évaporée, remplacée par l'irritation. C'était il y a longtemps, Amanda. Arrête de vivre dans le passé. Nous sommes tes parents et nous avons besoin de ton aide. J'ai raccroché, mais les appels ont continué à arriver, parfois de mon père, parfois de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai tous bloqués, mais cela ne les a pas arrêtés. J'ai commencé à avoir le sentiment qu'ils me harcelaient. Le dernier grain de sable a été leur apparition chez moi sans prévenir. C'était un samedi matin et j'étais dans le jardin à m'occuper de mon petit potager lorsque j'ai entendu le bruit d'un camion entrant dans mon allée. Je suis allée vers l'avant et je suis restée figée. Les voilà, Joan et Michael, debout près d'un vieux camion de déménagement rempli de meubles et de cartons. « Que faites-vous ici ?» ai-je demandé, la voix tremblante d'un mélange de colère et d'incrédulité. « Nous déménageons », a dit mon père naturellement, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Nous pensions qu'il était temps que nous vivions tous ensemble à nouveau.
J'étais stupéfaite. Vous ne pouvez pas décider de déménager dans ma maison. Ce n'est pas votre maison. Ma mère a croisé les bras, le visage arborant cette expression suffisante et condescendante que je connaissais si bien. Nous sommes tes parents, Amanda. Nous avons tout à fait le droit d'être là. De plus, tu as beaucoup d'espace. Je tremblais de rage. Sortez de ma propriété, ai-je dit, la voix plus forte maintenant. Je suis sérieuse. Vous êtes en train de violer ma propriété. Ils m'ont ignoré et ont commencé à décharger le camion. Je pouvais sentir la panique monter en moi. Ils allaient vraiment faire ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés, j'ai expliqué la situation le plus calmement possible, même si ma voix tremblait de colère et de frustration. Joan et Michael ont essayé de donner leur propre version de l'histoire, affirmant qu'ils avaient le droit d'emménager parce qu'ils étaient famille. Mais les agents ne les ont pas crus. « Madame, avez-vous une preuve de propriété de ce logement ?» m'a demandé l'un d'eux. J'ai rapidement récupéré l'acte de propriété dans mon classeur, leur montrant que la maison était à mon nom, et seulement à mon nom. Cela a suffi à régler l'affaire. Les agents ont informé mes parents qu'ils n'avaient aucun droit légal d'être là et leur ont ordonné de partir immédiatement. Pendant qu'ils chargeaient le camion, ma mère s'est tournée vers moi avec un regard qui aurait pu couper du verre. « Tu vas le regretter, Amanda. Ne crois pas que nous oublierons comment tu nous as traités. » Je n'ai pas répondu. Je suis restée là à les regarder partir. Lorsque le camion a disparu dans la rue, je me suis enfin permise de respirer. Mais le sentiment de violation persistait. Après cet incident, j'ai décidé de prendre des précautions supplémentaires. J'ai installé des caméras de sécurité autour de la propriété et j'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai également contacté Jacob, qui a été horrifié lorsque je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça », a-t-il dit, la voix chargée de culpabilité. « Je suis vraiment désolée, Amanda. J'aurais dû te prévenir. Ils ont beaucoup parlé de toi dernièrement, disant à quel point tu es ingrate. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je assuré. Mais tu dois faire attention, Jacob, ne laisse pas qu'il te manipule. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là, et pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas seule à gérer le comportement toxique de nos parents. Jacob commençait à les voir pour ce qu'ils étaient vraiment, et cela m'a donné un sentiment de validation que je n'avais pas réalisé avoir besoin. Dans les semaines qui ont suivi, mes parents ont continué à essayer de me contacter, mais leurs efforts sont devenus de plus en plus désespérés. À un moment donné, ils ont même essayé de faire culpabiliser Suzanne, en l'appelant et en l'accusant de me retourner contre eux. Suzanne, bien sûr, n'a pas cru à leurs bêtises. Elle leur a dit en termes non équivoques de me laisser tranquille et à raccrocher. Leurs pitreries n'ont fait que renforcer ma détermination. J'avais travaillé trop dur pour me laisser entraîner dans leur chaos. C'était ma vie maintenant, une vie que j'avais construite avec du sang, de la sueur et des larmes, et je n'allais pas la laisser me ravir. Avec le recul, leurs tentatives de revenir dans ma vie ont été à la fois irritantes et pathétiques. Ils ont pensé qu'ils pouvaient me manipuler comme ils l'avaient toujours fait, mais ils ont sous-estimé à quel point j'avais grandi. Je suis fière des limites que j'ai établies et de la force que j'ai trouvée pour les imposer. Ce n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. À tous ceux qui ont affaire à des membres de la famille toxique, vous ne leur devez rien, peu importe ce qu'ils essaient de vous faire croire. Protégez votre paix. Ça en vaut la peine. Bonjour Reddit. Je suis à nouveau Amanda. Voici le chapitre où tout a vraiment changé, où je me suis finalement libérée de la manipulation de mes parents, Joan et Michael, et j'ai commencé à vivre la vie que j'avais toujours méritée. Après des années de leur toxicité, ce fut un tournant que je ne savais pas avoir besoin autant que je l'ai fait. Les mois qui ont suivi leur tentative infructueuse de déménager dans ma maison ont été étrangement calmes. Pendant un temps, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être abandonné. Jacob me tenait occasionnellement au courant de leur pitrerie. Il vivait toujours avec eux à ce moment-là, luttant pour établir des limites tout en essayant d'économiser de l'argent pour l'université. Ils sont toujours en colère parce que tu as appelé la police, m'a-t-il dit lors d'un de nos appels téléphoniques. Maman continue de dire que tu es devenue une fille égoïste et ingrate.
Je mentirais si je disais que ces mots ne m'ont pas fait de peine, mais j'avais développé suffisamment de résilience pour les ignorer. Ma priorité était de préserver ma paix, et si cela signifiait être la méchante dans leur récit, qu'il en soit ainsi. Puis, un jour, Jacob a appelé avec des nouvelles surprenantes. Il déménage, a-t-il dit. Maman a hérité de cette vieille maison de grand-mère dans le Wisconsin, et il prévoit d'y vivre. J'étais stupéfaite. La maison de ma grand-mère était une relique en ruine dans un petit village dont la population était inférieure à celle de ma salle de classe à l'université. Elle avait fait partie de la famille pendant des générations, mais personne ne la voulait en raison des réparations dont elle avait désespérément besoin. Pourtant, pour Joan et Michael, c'était une bouée de sauvetage. Ils étaient à court d'argent et d'options, et la maison était gratuite. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ce déménagement était plus une question d'échapper aux conséquences de leurs actes que de recommencer à zéro. Leur départ a été surréaliste. Après des années à planer au-dessus de ma vie comme un nuage noir, ils étaient enfin partis. J'ai pensé que je me sentirais triomphante, mais ce que j'ai vraiment ressenti, c'est un soulagement, une sensation écrasante de liberté dont je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était possible. Pour la première fois, je n'avais pas à regarder par-dessus mon épaule, me demandant quand il apparaîtrait sans prévenir ou quel message chargé de culpabilité ils enverraient ensuite. Cependant, Jacob n'a pas eu autant de chance. Il a décidé de rester, refusant de déménager dans le Wisconsin avec eux. Je ne peux plus vivre comme ça, m'a-t-il dit. Je les aime, mais ils m'étouffent. Il a trouvé un petit appartement avec l'aide d'amis, mais les conséquences ont été brutales. Joan et Michael l'ont accusé de les avoir abandonnés, le faisant culpabiliser avec des messages comme « Tu es tout ce qui nous reste et comment as-tu pu nous faire ça à ta famille ?» Je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix pendant nos appels. Il faisait de gros efforts pour rester ferme, mais des années de manipulation avaient fait des ravages. Petit à petit, j'ai commencé à soutenir Jacob de la manière dont j'aurais souhaité que quelqu'un me soutienne lorsque j'avais son âge. Je lui ai assuré que ses sentiments étaient valides, que fixer des limites ne faisait pas de lui une mauvaise personne. Ce n'a pas été facile, mais j'ai pu voir qu'il commençait à le croire. Un jour, il m'a appelé sur un ton plus léger que je ne l'avais entendu depuis des mois. Amanda, j'ai été acceptée dans un programme de formation professionnelle en ingénierie, a-t-il dit. C'est à temps partiel, mais c'est un début. Je n'aurais pas pu être plus fière. Jacob faisait enfin des pas vers une vie qui était la sienne, libre de l'influence de nos parents. Il a même commencé à voir un thérapeute, ce qu'il a dit être inspiré par mon propre parcours avec le conseil. Nous avons commencé à nous voir plus souvent, à prendre un café ou à déjeuner chaque fois que nos horaires le permettaient. Ces moments ont été guérisseurs pour nous deux, une occasion de reconstruire le lien fraternel qui avait été tendu pendant si longtemps. Pendant ce temps, je me suis concentrée sur la construction de ma propre vie. Je continuais à travailler à la librairie, un endroit qui était devenu mon deuxième foyer. Emma, la responsable, m'avait promue à un poste plus responsabilisant et j'aidais à former de nouveaux employés, un poste que j'ai trouvé étonnamment satisfaisant. Mes collègues étaient devenus une famille, chacun d'eux apportant quelque chose d'unique à notre petite équipe. Kevin, avec ses blagues incessantes, nous faisait tous rire, tandis que Grace, la professeure retraitée, restait ma mentor, m'encourageant à viser plus haut dans tout ce que je faisais. Ce n'était pas seulement le travail qui me tenait occupée. J'étais maintenant étudiante en dernière année d'université, jonglant entre les cours, les devoirs et le travail à temps partiel. Les journées étaient longues et épuisantes, mais chaque fois que je regardais la vie que j'avais construite, je savais que cela en valait la peine. Suzanne restait mon roc, toujours prête à me donner des conseils, des encouragements ou un repas chaud lorsque j'en avais le plus besoin. La rupture définitive avec mes parents est arrivée sous forme d'enveloppe. C'était une lettre de Joan, écrite de son écriture familière, pleine d'excuses qui ressemblaient plus à des excuses. Elle a blâmé son comportement sur le stress, les problèmes financiers, tout sauf elle-même. La lettre se terminait par une supplication, « S'il te plaît, pardonne-nous et laisse-nous revenir dans ta vie. Nous sommes une famille, Amanda. » Cela doit bien signifier quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Pendant des années, je m'étais accrochée à l'espoir qu'il changerait,
qu'un jour ils se réveilleraient et se rendraient compte de la douleur qu'ils avaient causée. Mais cet espoir ne m'avait tenue prisonnière que de leur dysfonctionnement. Le laisser partir a été libérateur. Ma vie maintenant est quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer pendant ces jours sombres au refuge. Je suis étudiante en dernière année d'université et je suis sur le point d'obtenir mon diplôme avec mention. Je continue à travailler à la librairie, mais j'ai commencé à explorer des options professionnelles dans le monde de l'édition, un domaine qui allie mon amour des livres à ma confiance croissante en mes capacités. Suzanne reste mon plus grand soutien, m'encourageant à chaque étape. Elle m'a même aidé à célébrer ma première publication officielle, une nouvelle dans un magazine national. Nous avons organisé une petite fête chez elle, avec du champagne et des muffins maison. Ce fut un moment que je n'oublierai jamais. Jacob et moi sommes devenus plus proches que jamais. Il réussit très bien dans son programme d'ingénierie et a récemment obtenu un stage dans une entreprise locale. Le voir grandir a été l'une des parties les plus gratifiantes de mon voyage. Nous parlons régulièrement, partageant nos réussites et nos difficultés, et je sais que nous nous soutiendrons toujours mutuellement. Quant à mes parents, ils se sont estompés dans le fond de ma vie. De temps en temps, j'entends parler d'eux par des parents éloignés ou par un message sporadique de Jacob. Mais ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Leur absence m'a permis d'embrasser pleinement les personnes qui comptent vraiment, Suzanne, mes amis, mes collègues et, surtout, moi-même.